Bonjour, je suis Ashborn Torvanger. Je travaille pour le Centre de recherche international sur le climat, qui est appelé CICERO. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la bioénergie avec captage et stockage de carbone, soit la BECS selon l'acronyme anglais. Et je vais également vous parler des défis que pose son application à grande échelle. Je vais être axée sur deux aspects. Premièrement, le potentiel, c'est-à-dire jusqu'à quel point cela peut être appliqué en termes physiques. Et deuxièmement, comment cela peut être mis en œuvre potentiellement et le cas échéant, quels sont les éléments de gouvernance les plus importants qui sont liés donc à l'ABEX. Il y a différentes questions dont il faut prendre compte, il faut que ce soit durable, il faut atteindre des émissions négatives et ça doit être viable. Et comme nous le voyons sur ce graphique, il faut une production durable de biomasse pour la bioénergie, il faut transformer la biomasse de manière efficace en énergie et ce qui est également lié avec la terre disponible, car il y a toujours une concurrence avec l'utilisation des terres, les différentes utilisations. Et il faut aussi une méthode de BECS efficace, comme vous pouvez le voir sur la partie en vert du graphique, juste au centre du graphique. Et il faut également avoir l'appui du secteur et fixer des incitations pour impliquer l'industrie. Et tout ceci doit être conforme avec le régime climatique et en particulier avec l'accord de Paris. De quelle quantité de BECS avons-nous besoin? Eh bien, ceci dépend des scénarios que nous envisageons en termes d'objectifs climatiques, d'émissions négatives, de système énergétique, etc. Ici, vous pouvez voir un graphique de mon collègue Glenn Peters où il est montré la quantité de BECS à laquelle il faut avoir recours. Il y a une grande diversité, mais si nous souhaitons véritablement atteindre les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum et idéalement à 1,5 degré, et nous voyons dans la frange bleue qu'il faut avoir recours à cette technologie à grande échelle. Et ceci en ayant un niveau d'émission équivalent au nôtre, mais pour la fin du siècle. Aujourd'hui, il n'y a que quelques initiatives de bioénergie mises sur pied dans le monde de BECS. Donc, il y a aux États-Unis celle de l'Illinois, Decatur, qui consiste à fabriquer de l'éthanol grâce à la fermentation du maïs. Et il y a également, et qui capture 1 million de CO2 de tonnes par an, qui est ensuite stocké dans des formations géologiques en grès. Il y a d'autres usines également au Canada et aux Pays-Bas qui produisent elles aussi de l'éthanol et qui utilisent le CO2 pour la récupération assistée du pétrole. Jusqu'à quel point pouvons-nous élargir cette technologie? Si on souhaite que la BECS soit une technologie climatique qui offre de très bons résultats, il va falloir beaucoup de terres, entre 7 et 25% des terres agricoles mondiales, et par ailleurs beaucoup d'eau. Dans une étude que nous avons réalisée, nous avons calculé qu'il faudrait 3% des ressources mondiales d'eau. Et en plus, il faut garder à l'esprit l'effet rebond du CO2, c'est-à-dire que si on élimine 1 tonne de CO2 de l'atmosphère, la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne sera pas d'1 tonne, mais sera inférieure, car on s'immiscerait dans le système des courants entre la biosphère, l'océan et l'atmosphère, de telle façon que si l'on réduit du CO2 dans l'atmosphère, il y a des conséquences sur le reste des courants. Donc, si on élimine du CO2 de l'atmosphère, il y aura moins de CO2 absorbé par les océans, pour résumer. Par ailleurs, la BECS peut fonctionner en termes économiques et techniques, mais c'est très cher. Donc, il y a de nombreuses questions de gouvernance et de durabilité dont il faut tenir compte et que nous aborderons après. Et enfin, il faut voir que c'est faisable et réaliste en termes politiques et sociétaux. Tout d'abord aborder la question de la comptabilisation de la bioénergie, car il s'agit d'atteindre les émissions négatives, ce qui est différent de l'arrêt des émissions.
Comment pouvons-nous éliminer de façon nette du CO2? Eh bien, il faut produire de la biomasse, par exemple du bois forestier, qu'il va falloir transporter, qu'il va falloir transformer en bioénergie. Et comme je le disais, il faut tenir compte de l'effet rebond. Et en outre, pour le faire de façon durable, il faut tenir compte de l'utilisation des terres, du cycle biologique, par exemple, comment comptabiliser les ressources utilisées pour transformer de la biomasse en énergie, la croissance des bois, des forêts, de la végétation qui a été utilisée, qu'en est-il du stockage du carbone? Et il faut également voir si cette énergie est une énergie complémentaire ou si elle vient remplacer l'utilisation du combustible fossile. Il faut également tenir compte de la concurrence dans l'affectation des terres qui peuvent être utilisées à d'autres fins par des communautés locales. Et il faut tenir, et également cela concerne les écosystèmes, la biodiversité et les récoltes. Et enfin, il faut intégrer l'effet que cela a sur le cercle biologique. Par ailleurs, il faut dire que pour ce qui en est de l'ABEX, de façon réaliste, on ne peut pas capturer 100% du CO2 qui est émis, car ce serait trop cher. Donc un objectif réaliste, c'est de parler de 90% du CO2. Il faut stocker ce CO2 dans des formations géologiques et il faut des plans d'urgence en cas de fuite, bien qu'il faille dire que le risque de fuite est très faible si on choisit bien où réaliser cette activité de BEX. Mais par ailleurs, il faut comptabiliser l'effet de la transaction commerciale, car si c'est une activité transnationale, il peut y avoir du transport, du CO2 entre différents pays. Une difficulté donc pour comptabiliser cette activité est liée au fait que les émissions sont en général communiquées par secteur, énergie, transport et autres, et la biomasse ou la bioénergie c'est comptabilisé d'une façon séparée. Mais si dans ce cas il fallait associer la biomasse agricole avec le secteur agricole, ce serait plus dur de comptabiliser les émissions par secteur. Donc, il serait plus adéquat de comptabiliser les émissions en fonction des différents projets. Maintenant, demandons-nous s'il faut récompenser la BEX, car il faut des incitations pour, bien sûr, encourager les différents acteurs. Une des difficultés, par exemple, c'est de savoir s'il faudrait faire une remise sur le prix du carbone en raison de l'existence de l'effet rebond, donc au moment d'appliquer cette technologie. Par ailleurs, la BEX pourrait avoir une valeur supplémentaire dans des cas de dépassement dans lesquels il y aurait une trop grande concentration de CO2 dans l'atmosphère ou où on aurait des émissions excessives. Car de toute façon, il va falloir réduire la concentration de CO2 de l'atmosphère si les émissions continuent à augmenter. Le coût d'application de cette technologie aujourd'hui est bien plus élevé que la valeur du CO2. Il y a eu différentes études qui ont donc évalué les coûts de la BEX et qui se situe entre 70 et 250 dollars par tonne de CO2, alors que le système commun d'échange des quotas d'émissions, donc de l'Union européenne, fixe le prix à 25 dollars par tonne de CO2. Et il y a également des risques qui sont liés aux investissements du secteur industriel, car il faut faire de gros investissements alors que le bénéfice n'est pas tellement grand. Donc il y a vraiment un fossé important entre les deux. C'est pourquoi pendant de nombreuses années, cette technologie ne peut pas offrir des rendements économiques conséquents. Et cela peut être rentable, elle peut être rentable en tant que telle si le prix du carbone augmentait. Et il peut également y avoir une diminution des coûts au fil de l'application de cette technologie à grande échelle. Et ceci nous conduit à nous interroger sur les mécanismes de marché pour atteindre des émissions négatives.
Il faut bien étudier les systèmes d'échange d'émissions, de quotas d'émissions. Il faut tenir compte de la façon dont sont gérés les bois, l'agencement des terres, l'affectation et l'utilisation des terres et le captage et stockage de carbone. Donc actuellement, on ne peut pas comptabiliser les émissions négatives dans le système d'échange des quotas d'émissions en Europe car la biomasse est incluse dans le modèle de référence où les entités de biomasse sont totalement exclues de ce système d'échange des quotas d'émissions. Donc, il faut une approche basée sur les projets pour pouvoir inclure les émissions négatives qui proviennent de la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Par exemple, avec le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. Et il me semble qu'ils nous font des normes et des règles plus standardisées et simples qui gouvernent la BEX. La BEX pourrait également être incluse comme des crédits ou comme ce qu'on pourrait appeler le net back, c'est-à-dire que elle pourrait être soustraite des émissions réalisées par un secteur déterminé. Et il me semble qu'une approche basée sur des crédits pour comptabiliser cette activité serait plus adéquate. Parlons maintenant de l'accord de Paris qui réserve une place au bassin, au puits de carbone et pour les émissions négatives. Et l'article 5.1 précise que les parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Et l'accord de Paris prévoit également des mécanismes d'échange des quotas d'émissions de l'article 6.2 et 6.4. Et donc, la bioénergie avec captage et stockage de carbone devrait être dans le livre de le règlement de cet accord de Paris et qu'il faudrait négocier et établir des modalités pour les émissions négatives et cela devrait faire partie des mesures qui sont signalées dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. Et il faut également tirer des expériences du mécanisme de développement propre qui peuvent être utiles et il est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre ce qui serait une solution parfaite qui serait très chère et une solution opérationnelle et efficace qui serait plus réaliste. Et enfin, j'aimerais donner quelques idées de pistes à suivre pour le futur. J'ai parlé des limites physiques en termes de gouvernance, surtout pour ce qui est de l'utilisation et de l'affectation des terres. C'est pour ça, je crois que la BEX ne peut être appliquée à grande échelle qu'à un niveau régional et ça ne doit pas être la baguette magique en termes de politique climatique et de technologie climatique, ni pour atteindre les émissions négatives, mais cela peut contribuer de façon importante. Et donc, il faut donc un cadre réglementaire pour la biomasse durable, qui est un élément primordial de cette technologie. Il faut également un cadre réglementaire standardisé pour fixer des incitations et comptabiliser cette activité. Comme je le disais, il faudrait établir une sorte de remise dans le prix du carbone en raison de l'effet rebond du cycle du carbone. Il faut vraiment que les gouvernements soutiennent le plus vite possible les entreprises pour inciter celles-ci à s'engager dans cette technique, car actuellement le coût est bien au-dessus de la valeur que l'on peut obtenir et par ailleurs il faut à tirer toutes les leçons que nous pouvons faire de l'application de ce type d'initiative et de toute initiative d'émissions négatives car certains composants se chevauchent. Et enfin, le développement de cette technologie doit s'inscrire dans l'accord de Paris, dans les modalités de cet accord et également dans les mécanismes du marché. Je vous remercie pour votre attention.